je vais tout de suite changer de titre. Et vous comprenez à la fin pourquoi. Au lieu de poser la question, y a-t-il une espérance politique, on va s'interroger, y a-t-il un espoir politique? Oh, ça commence mal. La différence entre l'un et l'autre, à voir. Pour garder le terme d'espérance, à lui garder sa dimension religieuse. La vertu d'espérance attend de Dieu. Et l'espoir est plus humain, disons. Et puisqu'on va aborder la question, surtout d'un point de vue philosophique, une réflexion naturelle, humaine, sur le fait même de la vie en société et de la situation présente, eh bien, peut-être commencer simplement par le terme d'espoir. Y a-t-il un espoir en politique? Et vous comprenez que, quand je dis qu'il n'y a pas de réponse, c'est déjà donner une réponse. Et c'est un peu inquiétant, parce que s'il n'y a pas d'espoir, alors on va chacun rester chez soi, dans son bunker, dans la cave, et puis boire de l'eau minérale ou du whisky selon notre spiritualité. Mais enfin, on ne va rien faire, ça ne sert à rien de commencer. Moi, j'ai aucun espoir, et j'ai jamais eu espoir d'être médecin, par exemple. Parce qu'un médecin, il faut beaucoup de mémoire. Et j'ai jamais de mémoire, c'est pas la peine de commencer. Je peux être arracheur de dents, si vous voulez, mais vous comprenez que s'il n'y a pas d'espoir, on ne commence pas. C'est pas la peine de se mettre au travail. Donc la question, elle est très actuelle. Et elle est pratique. Nous allons faire allusion, peut-être tout à l'heure, à Aristote, grand philosophe grec, qui est, à mon sens, le grand maître à penser de l'Europe. On parle beaucoup d'Europe ces temps-ci, depuis quelques années, au moins 75. Eh bien, si on cherche un dénominateur commun, un penseur, c'est bien Aristote. Et Aristote tient beaucoup au fait suivant que la politique, entendez la vie sociale, la vie en politique, la vie en communauté et l'agir politique, relève de la morale. Pas de la morale individuelle, mais ce qu'il appelle la morale politique. Et qui dit morale, dit pratique. La morale est une science, une connaissance en vue de l'agir. Je parlais de médecine comme ça au hasard, vous comprenez bien la différence entre un chercheur, il va chercher tel ou tel domaine, les bactéries, les molécules, les ceci ou cela, enfin, bon, il fait de la recherche, mais la recherche c'est connaître pour connaître. Alors que l'étudiant en médecine, il étudie pour soigner. Peut-être pour guérir de temps en temps, mais pas pour soigner. Et ça veut dire, c'est pratique. Et quand vous lisez un livre de politique, par exemple, on parlera de ce livre, 7 leçons de politique, j'insiste toujours quand je parle de politique ou j'écris, vous lisez un chapitre, vous fermez et vous dites maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que la morale, elle est pour l'agir. Et si je me gargarise, je me fais plaisir à lire des choses de politique, conférences de politique, internet, et que je reste chez moi assis dans mon repouf, mon sofa, eh bien, je suis à côté. La politique, elle relève de la morale et donc de l'agir. On pense ici pour agir. Agir si je ne vais pas prendre de pouvoir, etc. Mais au moins pour essayer, chacun à sa place, selon ses grâces, ses capacités, son devoir d'État, eh bien, d'essayer de faire avancer la cause, si vous voulez, de la politique réaliste. Alors, pour répondre à notre question, y a-t-il un espoir politique? Nous allons faire 3 colonnes. On ne va pas le mettre par écrit, c'est trop long, mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'espoir ou l'espérance? Il y a 4 ou 5 aspects à envisager. Et après, aujourd'hui, on verra plutôt non. On va répondre par la négative. Il n'y a pas d'espoir. Et plutôt pour, il y a quelque espoir. Parce que vous devinez que la réponse n'est pas en sic et non, on dit en latin oui et non, blanc et noir. Ça va être, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'espoir? On résume. L'espoir, je veux la définir avec 5 ou 6 parties si vous voulez, et que nous allons épeler après, les unes après les autres. L'espoir, c'est un désir d'un bien futur, difficile, mais possible. Et parce que si c'est pas possible, il n'y a pas d'espoir. Je répète, l'espoir est un désir d'un bien futur, difficile, possible, et je n'ai pas fini, par le secours d'un autre. Vous allez voir, et ça on va rejoindre la notion d'espérance, à savoir que je vais y arriver, mais si vous m'aidez. Hein, c'est ça que ça veut dire, en gros.
Alors reprenons, on va encore épeler une marguerite, on va déflorer, enlever une pétale l'une après l'autre, cette définition, et essayons de voir si aujourd'hui, dans la situation présente, il y a quelque espoir en matière politique. Et premièrement, un désir. D'abord, un désir, qu'est-ce que ça veut dire? Le désir, ça veut dire une certaine soif, une certaine faim. Il faut, pour qu'il y ait espoir, qu'il y a un feu, si vous voulez, une certaine force, une certaine faim, un certain désir, et donc un certain besoin. Il faut que je sente le manque, un manque de vie sociale et de vie politique. Vous voyez, pour qu'il y ait désir. Parce que si je suis bien repu, après un bon repas, l'apéro, le gigot, le machin, bien arrosé, et puis café, pouce café, pouf, et bien j'ai plus faim, j'ai plus de désir, j'ai plus d'appétit, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus qu'à digérer. Mais au point de vue de la nourriture, c'est fini. Et aujourd'hui, y a-t-il quelque espoir? Y a-t-il quelques désirs? Y a-t-il encore des êtres, des hommes, des femmes, des jeunes qui ont encore, chez nous on dit la niaque, si vous voulez, un peu ça comme vous voulez, avoir un peu de pétrole, un peu ça comme vous voulez, un peu d'énergie, un peu de désir. Et c'est la grande difficulté. Et que très souvent, la dite civilisation, je suis gentil pour parler de civilisation, contemporaine, forme très souvent des hommes, ou surtout des jeunes, qui sont blasés, qui sont repus, qui sont fatigués avant d'avoir commencé à travailler, qui sont vieux avant d'avoir été jeunes, qui ont peur de tout, et donc un état dépressif. Je sais plus quel auteur disait ça. La démocratie est un régime politique éminemment dépressif. Et c'est pas faux. Il faut en creuser, mais là j'ai des chiffres. Je crois qu'aujourd'hui, c'est des chiffres qui datent de 3 ans, il y a 2 ou 3 ans, 33% des salariés en France sont consommateurs d'antidépresseurs, médicalisés, etc. 33%. Donc un travailleur sur 3 et flagada, si vous voulez, est dépressif, donc a des arrêts de maladie, et des ceci. Et je pense, en France, il y a, surtout après le confinement, 2,5 millions de burn-out. Burn-out, c'est l'anglais, enfin, c'est-à-dire surcharge, puis on arrête. Et alors, avec beaucoup de respect, hein, je connais très très de gens remarquables, des grands amis qui ont eu ça, mais c'est pas la question. Mais on sent qu'il y a un désordre. Et donc, un affaissement, une dépression. La dépression, il n'y a plus de pression. Il y a un découragement, il n'y a plus de courage. Une démission, plus de mission, donc il n'y a plus de désir. Chez beaucoup, malheureusement. Et il y a aussi, chez beaucoup, un sentiment de la toute-puissance du mal. Ça existe aussi. Parce que de fait, où que vous tourniez la tête, on est un peu comme sur une île déserte, on regarde autour, et partout, vous trouvez, à tous les points de vue financiers, militaires, etc., eh bien, vous êtes entouré vous avez l'impression qu'on va d'une catastrophe à l'autre, et que ça ne peut être que comme ça. Et donc, il n'y a aucun, je n'ai pas plus envie de bouger. C'est ça la première. Cependant, à l'inverse, donc ça c'est l'aspect négatif. Mais maintenant, aspect positif quant au désir. Peut-être l'avez-vous expérimenté vous-même, et moi je l'ai vu chez des gens très respectables, qui sont devenus des amis du reste, des gens qui ont, surtout au moment du fameux piqûre, du vaccin, de ceci, enfin bon, passons, et qui ont été profondément déçus du système. Je vois un gars qui était un gauchiste de première, enfin il fallait voir un bon gars passons, de l'Ouest là-bas, et alors il me disait, mais on nous ment, il me dit, oh mon père, ça fait 2 mois, depuis 2 mois, eh bien à la maison, je ne regarde plus jamais la télévision, les informations, on nous ment tout le temps. Il me tourne vers moi et me dit, j'ai arrêté ça fait 2 mois, et vous ne pouvez pas vous rendre compte comme ça fait du bien. Je dis, t'inquiète pas, moi j'arrête, j'ai pas arrêté de regarder la télé parce que j'ai pas commencé. Donc moi ça va très bien. Donc mon cerveau, je me sens pas mal. Mais avant, pour vous dire, je pense qu'il y avait, surtout les générations 50 ans et au-dessus, des gens qui ont sincèrement voulu, prétendu, au sens de tendre vers, construire un paradis terrestre. Et je dirais, ils ont presque réussi.
C'est-à-dire un paradis terrestre où tout le monde, on s'aime tous, chacun vit comme il peut, chacun sa vérité, pourvu que tu ne marches pas sur mes pieds, et puis on mange bien, on sympathie. Il y a des gens en or, que vous soyez coco, que vous soyez franc-maçon, que vous soyez hyper catho, peu pas grave, on s'aime tous et on travaille tous ensemble et on y va. Et on va tous se solidariser pour faire un espèce de paradis terrestre. Et ça s'est transformé en enfer. Quand vous êtes en confinement, en tôle comme ça chez vous, et dans le monde entier, là vous sentez quelque chose, et qu'on vous pique pour faire. Bon, passons, et bien oui, ça devient. Et là, il y a une déception. Et bien cette déception, chez certains en tout cas, il y en a qui vient vers la drogue, pas apporter des choses très mauvaises, mais il y a aussi des gens qui réagissent. Et qui c'est pas possible. Hein, et de fait, on en connaît, et donc ça, c'est une certaine réaction. Alors attention, parce que j'emploie le mot réaction, c'est toujours dangereux. J'aime pas du tout ce terme de réactionnaire. Bon, interdit d'être réactif, mais au sens, le réaction, ça veut dire je n'agis que par réaction. Ça veut dire par réflexe, par réponse. Je suis agi par les événements, mais je n'agis pas par moi-même. Alors attention au terme. Hein, soyez réac autant que vous voulez, mais je vous dis que c'est pas. Vous voyez, c'est un peu dangereux d'être réac et de se définir uniquement comme ça. Je n'agis que par impulsion. Vous m'envoyez un truc, comme la boxe. Tu vas voir, il faut que je t'en mets une, mais ça veut dire, vous comprenez, c'est pas. Il y a et c'est très dangereux. Parce qu'on ne. C'est-à-dire qu'on n'agit pas au nom d'un principe, de principe qu'on va appliquer à la réalité, mais au nom des événements. Et je réagis. Hein, et donc ça c'est un peu dangereux. Mais passons pour cette question. Et alors, ça c'est le désir. Deuxièmement, le désir. Alors, évidemment, j'ouvre des portes ouvertes à vous de faire vos réflexions sur l'impact, par exemple, de l'éducation nationale. Je suis très gentil en parlant d'éducation nationale, mais ou bien de numérique, passons, ça tout le monde le sait, je passe. Pour annihiler, si vous voulez, le ressort intérieur qui permettrait précisément d'avoir quelque espoir. Bon, mais encore une fois, tout n'est pas négatif. Il y a quand même des gens qui sentent un besoin de vraie vie politique. Et c'est déjà le point de départ. Deuxièmement, le désir d'un bien. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je recherche? Ce bien que je recherche, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mon bien-être, mon confort? J'habite en petite montagne là-haut, j'ai un super chalet, je sais pas, passons, j'ai de l'argent jusque-là, tout va bien, je suis en bonne santé, je fais mon petit jogging, mon petit crapahut, et je vis le bien que je recherche. Ah si, j'ai du désir. Mais qu'est-ce que j'attends du politique? J'attends du politique, de Monsieur le Président, quel qu'il soit, c'est la machination. Que j'ai ma petite assurance, que j'ai mon petit bonheur, mes petites vacances, mes loisirs, etc. Et donc, tout est orienté vers moi. Ce désir, au lieu d'être orienté vers mon village, ma famille, mon village, mon entreprise, ma région si vous voulez, ou mon pays, la France, eh bien c'est orienté vers moi. Et c'est de l'égocratie. Ça veut dire, c'est tout un pouvoir qui est tout orienté vers moi. Ce que je vous dis là, c'est en Rousseau. Rousseau et Locke avant, si vous creusez un peu la philosophie, vous verrez qu'en fait, il écrit un système, et le système politique est au service de mon moi. C'est de l'égocratie. Ça veut dire que chacun est au service de moi. L'État est à mon service. Donc le bien que je cherche, eh bien c'est moi. Ou alors, donc c'est un confort, c'est un bien-être, ou la sécurité, protection. Alors c'est pas interdit d'être protégé quand on se balade c'est à quoi, à Grenoble, c'est pas interdit, vous, là, pour le nord de Marseille, si vous connaissez, faites votre prière, ou une petite médaille, faites quelque chose, parce que ça va peut-être pas très bien se passer. Et donc, qu'on doit une certaine sécurité, tant mieux, bien entendu, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que la sécurité, c'est pour moi, et c'est moi, et le roi, c'est moi. Et donc, attention, ou ça peut être, donc c'est mon ego, en fait. Et ce que j'attends d'une campagne électorale, c'est qu'il flatte mon ego. Et c'est pour ça que ça marche. On réunit des gens qui nous demandent la faillite une fois, 10 fois, mais pourquoi? Parce que ça me flatte d'une certaine manière. Et alors, attention, et ça, c'est pas de la politique. Donc là, il y a un désir d'un bien qui n'est pas politique, c'est moi. Ensuite, vous avez aussi un autre bien, c'est une espèce de nostalgie. On va vivre comme à l'ancienne, etc. Jadis, c'était ceci, cela. Alors, je lis quelques livres
d'histoire plus ou moins romancée, et puis on va se remettre comme au 12e, au 17e, au 19e, au 23, enfin on va lire, on s'imagine une espèce d'utopie si vous voulez. Alors le phénomène de l'utopie était en littérature, si vous connaissez un peu l'histoire de la pensée, de la littérature, c'était courant au XVIe siècle. Après la décadence, et puis, en Angleterre, l'utopie de, comment ça s'appelle, Thomas More, merci beaucoup. Hein, et puis, mais c'était un genre littéraire de l'époque où on va se mettre à rêver parce que la situation est tellement catastrophique. Rêvons. Et donc le bien que je recherche, c'est un peu stratosphère, c'est une idée très abstraite. Mais le bien n'est pas une abstraction. Le bien n'est pas une pensée. Le bien c'est un être. Et ce que je dois rechercher, c'est un bien. Voilà. Et pas seulement un plaisir. Alors ça, c'est l'aspect négatif. Parce que si c'est ça, l'objet du désir, il n'y a pas d'espoir politique. Vous comprenez. Mais si s'agit, mais positivement, on trouve quand même des gens qui aspirent, par exemple, à la liberté. Alors vous allez dire, liberté, c'est 68 arts. Rassurez-vous, je ne suis pas 68 arts. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mais contre l'esclavage. Et qui sentent bien que leur tous appareils numériques, c'est comme un malade avec tous les comment ça s'appelle, les piqûres, les perfusions, comme ça, on vit sous perfusion. Hein, on vit par procuration. Et on sent bien que, et c'est soi-disant intelligence artificielle, bêtise artificielle, avec la pure, c'est pas grave, et bien ça nous dispense de vivre. Et ça me rend esclave. Et il y a un certain désir de liberté, au bon sens du terme. Il y a aussi le libertaire, le libertin, c'est pas bien, mais il y a quand même ça c'est tout autre chose. Parce que de fait, la liberté elle est quand même liée à la politique. Et je veux un état politique, une manière de vivre en société qui favorise la liberté. Bien. Ou plus exactement la vie aussi. Ce qui vient un peu au même. Parce que la vie, c'est pas, en latin on dit le motus sui, ça veut dire, la vie c'est l'être, c'est le vivant, ça veut dire c'est celui qui agit par lui-même. Une sorte d'anticonformisme au bon sens du terme. En petit détail, je ne sais pas comment vous êtes les plus anciens parmi vous, mais enfin, de mon côté, dans ma famille, mon éducation, comment dire, il suffisait de dire tout le monde le fait, parce que tout le monde le fait, ça se fait, tout le monde le fait. Pour moi, c'est un argument suffisant pour ne pas le faire. C'est pas compliqué. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait, alors il faut absolument que je le fasse. C'est un des fruits de l'éducation nationale et des produits numériques et autres, c'est que ça crée vraiment un besoin de conformisme. Il faut que je sois absolument comme les autres. Pour avoir voyagé en Argentine, j'ai pris un jour, là j'étais en Argentine en passant, et puis j'ai habité là-bas, et après on m'a envoyé en Autriche, et bien en l'espace d'un mois, j'ai fait une petite pause en France, et puis après en Autriche, et bien des gamines de 15 ans, au fin fond de l'Argentine, au fin fond de l'Autriche, étaient toutes habillées pareil. Même coupe de cheveux, même godard, chaussures, tout habillé pareil. C'est quand même impressionnant. C'est cette espèce de. Eh bien, ça, c'est pas de la vie. Et de fait, il y a un appétit de vraie vie, de pensée, mais originale, au bon sens du terme, encore une fois. Et ça, c'est une bonne chose. Autre aspect aussi plutôt positif, parce qu'il faut, vous voyez, mesurer un petit peu, c'est le goût du beau. Le nombre de gens, alors je ne sais pas, il faut calculer, qui visitent les musées en France. La sympathie, un peu commerciale, nuancée, tout ce que vous voudrez, mais pour Notre-Dame de Paris. Notre-Dame qui a brûlé et la restauration de Notre-Dame de Paris. Et de fait, ils ont fait un travail de chapeau. Mais alors, eh bien, cet engouement et cette joie, eh bien ça c'est bon. C'est bon signe ça. Ça veut dire qu'il y a encore des gens. Ou vous visitez le Mont-Saint-Michel, je prends le Notre-Dame de Paris, c'est récent si vous voulez. Mais ça vraiment, parce qu'on sent que, et ce goût du beau est bon. On pourrait faire un petit devoir, si on avait le temps, toute la nuit, mais commenter cette phrase de Dostoïevski qui dit « Le monde sera sauvé par le beau ». Vrai ou faux? Eh bien, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Il faudrait nuancer justement, parce que, mais c'est pas, il y a quelque chose de juste. Que la beauté, pourquoi? Parce que ça éveille à quelque chose d'extérieur à moi. Ça me réveille, ça me sort de mon ego. Parce que la beauté, c'est pas moi, figurez-vous. Hein, il y a quelque chose de transcendant dans la beauté. Il y a je ne sais quoi qui est, c'est plus humain. C'est un besoin que j'ai,
Mais, alors est-ce que ça sauve le monde? Je ne sais pas. Je suis sûr que non, mais ça ne suffit pas. Mais je veux dire par là qu'il y a quelque chose de juste. Vous voyez, de soigner des monuments historiques, par exemple, de soigner eh bien, c'est juste. Il y a un appétit là d'un bien qui est réel. En faisant attention, bien entendu, parce que le beau, aujourd'hui, il est dans les musées. Et l'église Notre-Dame de Paris, alors ils l'ont rendu au culte grâce à Dieu, mais c'est aussi considéré comme un musée. Les gens visitent comme un musée. Hein, et quand on va à la Grande Chartreuse, là-haut, là, eh bien, malheureusement, c'est un musée. Et donc, cette beauté qui était faite pour la prière et pour Dieu, elle devient culture, curiosité. Vous comprenez, donc je mets des nuances. Mais cependant, c'est vrai qu'il y a encore quelque part un désir d'un vrai bien. Mais il faut préciser, pour être politique, ce bien doit être commun. C'est le bien commun. Nous avons développé ça dans un bouquin qui s'appelle Le bien commun, joie commune, qui n'est pas ouvert, qui est ici. Et ça veut dire que le bien que je vais rechercher en politique, ce n'est pas mon ego, et ce n'est pas seulement ma jouissance esthétique, si vous voulez, mais c'est une société, une communauté hein, qui vaille vraiment la peine. Donc il me sort de moi-même. Là, ça devient un peu plus difficile. Hein. On en reparlera peut-être. Le désir d'un bien futur. Alors là, ça va être plus dur. Parce que la future, ça veut dire que c'est pas... parce qu'on espère que ce qu'on ne possède pas. Si vous me mettez une bouteille, un verre, d'un bon vin, bien de chez nous, hein, eh bien, je ne désire pas le vin, parce que je l'ai. Je n'espère pas ce que je possède déjà. L'espoir ou l'espérance, par définition, c'est un désir, un appétit, un besoin de quelque chose que je ne possède pas. Sinon, c'est pas la peine. J'espère quelque chose. Bien. Mais si je suis malade, j'espère la santé. Et si je suis en bonne santé, je n'espère pas la santé parce que je l'ai. J'espère la garder. Voyons. Donc pour dire, qu'est-ce que ça veut dire? Négativement, nous sommes dans une civilisation de l'instantané. Maître des lieux, on va faire l'expérience, vous appuyez sur le bouton, paf, plus d'électricité. Et maintenant, s'il vous plaît, vous appuyez sur le bouton, paf, électricité. L'électricité, 300 000 km/s. Ben, ça, c'est du rapide. Hein. Et on est habitué tout de suite. Hein. Et si vous prenez le train de Grenoble à Paris et puis que vous arrivez un quart d'heure en retard, les gens se mettent en colère, etc. parce qu'on a un quart d'heure de retard. On veut de l'instantané, du tout de suite, de l'exactitude, si vous voulez, et donc je veux tout de suite. Et puis les moyens maintenant de commerce par Internet, etc. Je veux tout de suite. Et tout de suite, je vais me livrer un produit fait en Chine demain matin parce que j'en ai besoin. Bien. Et ça, ça tue l'espoir. Ça tue l'espérance. Puisque j'ai tout de suite. Attention dans l'éducation. De prendre le temps, prendre son temps et donc de faire très attention. Hein. Et c'est très lié aussi. Je cherche, et en politique, attention. Parce qu'en politique, je ne vous connais pas, à peine, vous avez l'air tous très sympathiques, mais je ne sais pas comment vous sentez bien, vous. Enfin, c'est-à-dire, en politique aujourd'hui, ça va bien, les guerres, ceci, la banqueroute demain matin, enfin, super. Ça, on va écrire un bouquin, et alors, on va d'abord filmer un peu de la moquette, parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Pas sûr que ça suffit. Ça suffira peut-être pas d'ailleurs pour nous faire avaler la pilule. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière, eh bien, excusez-moi, on va être poli et respectueux, ça sent mauvais. J'avais un autre mot qui plus rural, mais plus écologique. Enfin, ça pue pour parler français. Et ça sent mauvais. Et donc, il y a d'une certaine manière. On avait fait en cours de chimie, on faisait du H2, H2S, du souffle, machin, etc. On avait mis bien à fond, à la croix. Et le prof on faisait chimie, on était en première, je crois, on terminait à fond. Et alors, et ça sentait le truc, la boule puante du tonnerre. Le prof, il avait les clés, il avait fermé toutes les fenêtres, toutes les portes, il est parti. Et bien, les enfants, on est resté dans notre jus pendant je ne sais pas combien de temps, je peux vous dire qu'on s'en souvient encore. Et alors, on n'a pas recommencé 2 fois, pour dire ça sent mauvais. Et quand ça sent mauvais à ce point-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il n'y a qu'une chose, il y en a par-dessus la tête, figurez-vous, je m'en vais. Et je veux une solution rapide, immédiate. Ça ne peut pas durer. Vous voyez cette expression? Ça ne peut pas durer. Hein? Et donc, je cherche la baguette magique, la formule magique
qui va me donner demain une politique idéale. Et ça tue l'espoir. Parce que l'espoir, c'est le désir d'un bien social, politique, futur. C'est pas pour tout de suite. Or, le temps, disaient les anciens, le temps se venge toujours de ce qu'on a prétendu faire sans lui. Le temps se venge toujours de ce qu'on a prétendu faire sans lui. Il faut travailler avec le temps. Il faut donner du temps au temps. Et le bien vrai, le bien réel, et bien nécessairement va être lent. Et ça fait tout de suite à aborder deux questions. C'est pourquoi que en politique, une des vertus de cet espoir politique, c'est la longanimité. Un exemple dont nous parlions récemment, la reconquête espagnole, qui a commencé vers les années 800, du nord-ouest, du nord de l'Espagne. Et petit à petit, c'est toute une petite partie, tout le pays avait envahi par nos amis de je sais pas d'où, par les musulmans, et qui sont allés en 732 à Poitiers, qui ont pris un coup de pied, et après ils sont venus chez vous, ils sont installés chez vous, très bien, mais pour vous dire que à partir de l'an 800, les Espagnols, pourquoi on dit, petit à petit, on reconquit la Reconquista espagnole. Mais ça a duré, ils ont été vraiment libérés par la bataille de Grenade en 1492. Entre l'an 800 et 1492, il ne faut pas être pressé. Et il faut répéter une fois, 2 fois, 10 fois, et c'est de Reconquista qui demande du temps. Et l'espoir, l'espérance, ça demande du temps. C'est le désir d'un bien futur, et qui est lointain. Et là, on touche à une question très délicate. C'est que précisément, attention à la réaction, à la contre-révolution, qui serait une grave erreur. Vous savez la phrase de Joseph de Maistre, donc savoyard, début 19e, et qui, fin 18e, 19e, et qui disait, alors la phrase est pas tout à fait exacte, c'est pas grave, la contre-révolution n'est pas une révolution en sens contraire, mais le contraire d'une révolution. C'est très sage. La contre-révolution n'est pas une révolution en sens contraire, mais le contraire d'une révolution. Or, la révolution, c'est rapide. Mettre le feu à l'hôtel des Trois Roses, évitez. Que de mauvaises idées. On arrête tout. Non, eh bien, c'est rapide. Tout casser. Une carrière, une maison, que sais-je. C'est très facile. Mais la reconquête, la reconstruction, eh bien, c'est lent. Et là, nous touchons à une question très délicate. C'est que le politique, parce que nous parlons ici de vie politique, et que la politique, la vie politique, mais ça commence au village, ça commence à l'atelier, à la ferme, à la région, enfin, que vous voulez, là où vous en êtes. Eh bien, l'agir politique, c'est un agir qui relève de l'ordre naturel, qui est dans la nature des choses. Aristote disait, et nous le citons souvent dans notre livre, Aristote, et l'a prouvé avec lenteur, justement, mais profondeur, que l'homme est un animal politique. Que l'homme est par nature un animal politique. Anthropos fuset politikon zoon en grec. Ça veut dire l'homme est par nature, on est né comme ça. Un animal au sens d'un être animé, sensible, intelligent, et politique. Ça veut dire que c'est dans la nature des choses que chacun, selon ses capacités, sa vocation, eh bien, on a besoin de la vie sociale et on doit agir sur la société. On a ça dans le sang et c'est naturel. Tandis que la révolution, c'est artificiel. Et on peut dire, c'est comme, vous prenez cette feuille, vous voulez, la ligne de partage des eaux. C'est ce que c'est, dans la montagne. Entre la Belledonne, où ça coule de l'autre côté, je sais pas, ou du côté de l'ouest, où ça coule du côté de l'Isère. Eh bien, la ligne de partage des eaux, alors parfois elle est très ténue. Si vous êtes dans le Morvan, je ne sais pas où, vous ne voyez pas. La ligne de partage des eaux entre l'eau qui va dans la Manche et l'eau qui va dans la Méditerranée, vous ne voyez pas la différence. Mais la ligne de partage des eaux entre une politique réaliste, quel que soit le régime que vous voulez, peu importe, pour le moment, entre une politique réaliste et une politique révolutionnaire, c'est que pour le réaliste, qu'il soit monarchique, aristocratique, démocratique, au bon sens du terme, peu importe, eh bien, la politique réaliste est de l'ordre naturel. C'est dans la nature des choses. Alors que pour la politique révolutionnaire,
elle est artificielle. Tout est dit. Et c'est Hobbes déjà, Rousseau, quand il parle du contrat social, un contrat c'est artificiel. Artificiel c'est artefactum, c'est fait de main d'homme. Alors que la vraie politique, elle relève de la nature. Un principe essentiel. Je répète, la ligne de partage des eaux. Et c'est là où vous voyez la différence. Entre parce qu'il y a des gens qui se disent de droite, qui sont des révolutionnaires parfaits. Parce que pour eux, précisément, le politique, la vie politique, etc., c'est de l'ordre de l'artificiel. Et donc, et du contrat, etc. Et c'est pas inscrit dans la nature des choses. Des hommes, vous comprenez. Je répète, la ligne de partage des eaux entre une politique réaliste et une politique révolutionnaire, c'est que pour la politique réaliste, le phénomène politique, la vie politique est naturelle, c'est dans l'ordre de la nature humaine, tandis que la politique révolutionnaire, c'est artificiel. Et là, vous avez deux mondes. Et c'est pourquoi c'est important, parce que l'artificiel, c'est rapide. J'appuie, pi, j'ai l'électricité tout de suite. Ou bien, je fais un contrat, pi, on arrive à un résultat très vite. Donne-moi tout de suite pour demain matin, telle chose, c'est rapide, c'est artificiel. Et là, c'est vrai, une fusée, un train, une voiture, que sais-je, ce qui est artificiel, une machine, ça va vite. Ah, tandis que la nature, c'est long. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas mon métier, mais pour faire un bébé, il faut 9 mois. On m'a dit ça, ils ont dit ça à la télé. Je ne regarde pas la télé, enfin, je mets une jeune maman qui dit ah, on attend un petit bébé, il est là depuis 2 mois, il est là, et il dit, et puis moi je la revois la dame 1 mois après, alors il n'est pas encore né. Mon révérend, il faut 9 mois, on va attendre un peu, c'est lent, figurez-vous. Et une fois que le bébé est, avant qu'il soit propre, eh ben, j'ai pas compris, mais c'est un peu compliqué quand même, ça dure. Hein, et après, pour qu'il soit adulte, eh bien, il en faut du temps. Il y a au moins 20 ou 25 ans. Enfin, vous comprenez qu'il en faut des claques et des soupes. C'est lent, figurez-vous. Ce qui est naturel, et donc ce qui est vraiment réel, eh bien, vous voyez, c'est lent. Donc, c'est ça là. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, que l'agir politique est frustrant. Frustrant parce que vous allez faire un tout petit peu, vous allez ajouter un tout petit quelque chose. S'il y a des enseignants parmi vous aussi, que instituteurs ou au lycée ou en université, peu importe, mais c'est très frustrant. Parce que qu'est-ce que vous allez apporter à cet enfant? Mais 3 fois rien. Le bon, il va vous oublier royalement, mais vous allez un petit peu l'aider à grandir, ou à se grandir, et à penser par lui-même, à acquérir la liberté, la vertu, etc. Mais vous allez vous apporter une petite goutte. Et puis après, c'est le suivant, une autre goutte, etc. Enfin, ça prend beaucoup de temps, et c'est frustrant. Je crois important cette idée, parce qu'on nous met dans la tête, on appuie sur le bouton et ça va marcher. Et les politiques vous proposent toujours des formules magiques. Demain, la crise est finie. Ben, ils disent bonjour. Hein, ben non, il faut du temps. Donc, le désir, l'espoir est un désir d'un bien futur, troisièmement, difficile ou ardu. Alors là, attention, négativement, y a-t-il quelque part des gens qui veulent une vie pénible? Une vie rude, une vie un peu rustique, si vous voulez, etc. Eh bien, vous, j'espère, mais globalement, ce n'est pas la majorité. Hein. Alors, ou par défaut, ou par excès. Par défaut, c'est ceux qui vont dire, j'ai fait allusion tout à l'heure, à une espèce d'assistanat. Ça veut dire, moi, je veux bien un désir, je veux avoir le désir d'un bien futur, mais enfin, il ne faut pas trop se fouler quand même, hein, et pourvu que ça vienne d'en haut. Ou un certain interventionniste. Où il y a un grand monarque, où un peu les Poutine, ou Trump, ou je ne sais pas quoi, ou n'importe qui va nous sauver, rassurez-vous, et ça va être super, etc. Mais pour que ce soit un autre qui le fasse, que ce soit facile. Et on va sortir de la crise actuelle, comme ça, l'air de rien. Eh bien non, c'est pas sûr. C'est bien sûr que non. Ou par excès. Par excès, ça veut dire que cette difficulté, eh bien ça veut dire, ça veut dire je vais y arriver par mes propres forces. Je ne sais pas si vous allez voir, on y va, et donc je me muscle, je suppose que je vais faire, et je vais au contraire, une espèce de témérité si vous voulez. Des gens qui ne voient pas suffisamment la difficulté. Et à l'armée, quand vous faites la guerre, la première chose à faire, peut-être pas la première, mais la deuxième, c'est de bien connaître votre ennemi. Et votre ennemi tel qu'il est aujourd'hui. Quand j'ai fait mon service militaire
1980 à Vars, je me souviens, il y avait des LRAC, ça existe encore, ces trucs-là, des lance-roquettes anti-chars, c'est extraordinaire. Vous devenez sourd. Enfin, c'est pas grave. Bon, alors, on apprenait les différents types de tanks, de panzers, de machin truc. Alors, les Américains, Allemands, etc., et Russes. Et je me souviens, on était en 1980, et on nous apprenait à reconnaître le T-52. Ça veut dire le char d'assaut russe de 1952. Et on était en 80. Donc, le but, c'est de voir où était le réservoir, on tire dans le réservoir, ça explose, tout le monde est content. Mais c'est un peu dépassé, mon petit ami. Ils étaient tous à la réserve, ou je ne sais pas où. Enfin, bref, on est donc de connaître son ennemi. Vous voyez, cette idée de comment dire, et de mesurer le danger. Le même Aristote. Excusez-moi, petite pause. Y a-t-il des Bretons parmi vous? Il y en a qu'un qui va souffrir. Je peux me permettre. On a mis Pax. Mais Aristote disait que les Bretons, enfin il ne dit pas les Bretons, il parlait des Celtes, mais c'est pareil. Les Celtes ou les Bretons ne sont pas prudents parce qu'ils n'ont pas peur du danger. Et c'est bien vu. Il faut avoir mesuré la difficulté et qu'on a en face de nous des gens qui sont compétents, qui sont armés d'une part, etc. Ouais, on peut prendre toutes sortes d'exemples dans l'histoire, même récente, d'essais, de restauration, ceci, cela, mais qui sont voués à l'échec, qui se sont écroulés faute de connaissance de l'ennemi. Il ne faut pas mépriser, si vous voulez, ou comment dire, la force, la compétence des gens en face. Bien. Ça, c'est l'aspect négatif. Donc, il n'y a pas de difficulté parce que, encore une fois, ou par assistant, tout va venir d'ailleurs, ou alors, il n'y a pas de danger, on est les meilleurs, on va gagner. Et puis, bien. Mais aussi, l'aspect positif. Et alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, impossible n'est pas français. Je ne sais pas comment vous êtes, mais il y en a un ou deux qui a réagi tout à l'heure, très bien, c'est que si on vous dit c'est difficile, aujourd'hui, pour vous dire non, vous demandez à un service et dire ça va être difficile. C'est une façon de dire poliment non. Ça veut dire c'est pas possible. Mais je ne sais pas comment vous réagissez, vous. Moi, j'entends le mot difficile, chic, c'est pour moi. C'est difficile, c'est impossible. Comme on dit, le difficile est déjà fait depuis longtemps, l'impossible, c'est ça. Les miracles, mettez-vous sur une liste d'attente. Ça veut dire en bon français, c'est ardu, c'est un peu casse-cou, ça me plaît. Ça, c'est un peu français, ça, j'espère. En tout cas, et ça existe encore. Ça m'intéresse. Si c'est difficile, eh bien, c'est bon signe. C'est bon signe. Un bien difficile à acquérir, ben moi, ça me réveille. C'est vrai, vous êtes dans la vallée, là, Grésivaudan, je ne sais pas quoi, et vous voyez ces montagnes, mais moi, ça me provoque. J'ai envie de prendre mon sac, on y va. C'est un peu difficile, on y va. Donc, c'est cet aspect-là, un peu franchouillard, si vous voulez, mais c'est au bout du terme, et c'est très bien. C'est pas comment dire. Mais il faut quand même, encore une fois, mesurer cette difficulté. Parce que la difficulté, ça fait avancer sur la suite, c'est que la difficulté de ce bien, encore une fois, un désir d'un bien futur, difficile. La difficulté, elle ne vient pas seulement de la compétence de l'autre, la difficulté au sens où l'impossibilité, ou l'agressivité, ou des forces ennemies, si vous voulez, que ce soit ennemis politiques, morales, intellectuelles, etc. C'est aussi dû à ma faiblesse. Parce qu'on est deux. Et moi, je me sens vraiment, enfin, je ne sais pas comme vous êtes, mais on n'est vraiment pas fiers. Et on n'est vraiment pas doués. Et on a tous des tares, moi j'en ai plus que vous, mais enfin quand même, on est tous un peu bancal, on est tous des bras cassés, et alors on nous dit on y va se battre contre c'est un peu David et Goliath. Ben, moi je ne vois pas David, parce que c'est comme ça. Parce que le Goliath, c'est une grosse baraque, et armé, compétent, et ce sentiment, cette connaissance et reconnaissance de notre propre faiblesse. Et ça fait mal. Je me souviens d'une conférence, alors c'était il y a 2 ans peut-être, aujourd'hui Chouane de Chiran introduit en septembre. Et alors, comment il s'appelle le gars, je ne sais plus comment. Et il avait été un musulman d'origine, famille mais converti, catholique, etc. Et puis il est allé en Syrie, je ne sais pas quel pays là-bas. Et puis pour aider des chrétiens d'Orient et compagnie, enfin, peu importe. Et alors, il avait une conférence. Et le gars, il était là-bas, et pourtant nationalisé français et autres, mais pris par la police là-bas, musulmane, frère musulman, je ne sais pas qui, homme mis en tôle, il était marié, sa femme attendait un bébé,
pour ces jours-là, il ne savait pas né, etc. Enfin bref, il était en prison, et là, il a senti, il a tout fermé, il n'avait aucune nouvelle du monde, de l'extérieur, pendant 3 semaines. Et là, et dans sa conférence, il a dit un mot qui m'a beaucoup touché. Il a dit, l'espérance, ça fait mal. Parce qu'on vous dit, ouais, l'espérance t'es chrétien, tu verras, tout va bien se passer, et je ne sais pas quoi. Eh bien, le fait, et pourquoi l'espérance ça fait mal, l'espoir ça fait mal, pourquoi? Parce que quand vous faites l'expérience concrète, loyale, profonde, sincère, et vécue, enfin intérieure, de votre nullité, je ne regarde personne bien sûr, mais je me regarde dans une glace, hein, de notre incompétence et de notre fragilité, et nous sommes dépassés, eh bien ça fait mal. Cet aveu d'incompétence, de nullité profonde, ça fait mal. Donc c'est pas si facile de voyez, donc, parce que la difficulté vient de l'ennemi, mais aussi de moi, parce que c'est disproportionné. Et ça fait très mal de se dire je n'ai aucune chance. Donc c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est le désir d'un bien futur difficile. 5e, possible. Et possible par le secours d'autrui. Et je vais inverser l'ordre pour parler d'abord possible par le secours d'autrui. C'est que, et là c'est en politique tellement important, c'est que j'ai besoin de vous. Ça veut dire qu'il y a espoir si je suis autodidacte, si je suis sûr de moi, si je suis l'homme de la situation, si je suis le leader, on va y arriver, vous allez voir, eh bien, il n'y a pas d'espoir. Il est mort d'avance. Parce que, par définition, la politique, la vie sociale, elle est commune. Et Aristote, et c'est très fort, et le B.A.B.A., le point de départ pour la politique d'Aristote, c'est l'humilité. L'humilité, ça veut dire avoir besoin de l'autre. Tout seul, je n'y arriverai pas. Mener une vie pleinement humaine, je n'y arriverai pas. Vous êtes père de famille, vous avez donc un idéal très haut placé. Mon fils, vous verrez, quand il aura 25 ans, il sera ceci, il fera cela, etc. Je dis, bon, je veux bien, mais allez-y. Mais pour ça, il a besoin quand même d'un médecin, il a besoin je ne sais pas quoi, des TD, il a besoin d'une école, il a besoin de prêtres, etc. On a un idéal très haut, mais nous n'avons pas les moyens de l'atteindre. Tout seul. Mais avec vous, oui. Un exemple, un geste politique, entre guillemets. Un ami, c'était il y a 15 ans, peu importe, ça déménage, il s'installe dans une maison, très bien, c'est dans l'est de la France. Et une belle maison, je l'ai visité, c'est joli. Mais il s'est dit, tiens, il n'y a pas de garage, il faut que je fasse un garage pour ma voiture. Pas compliqué, un garage, tout le monde sait faire, alors il faut que je trouve une charpente, enfin, un garage simple, un toit pour abriter de la neige ou du froid. Et très bien, mais pour ça, il faut que je fasse une dalle de béton. Je n'ai jamais fait de dalle de béton. Bon, en gros, je vois comment il faut faire, mais enfin, aplanir, etc., le gravier, le sable, proportion, j'ai jamais fait. 2 solutions. Je mets sur ma machine, Google, béton, point, rapidos, débrouille-toi, enfin, je sais pas comment un truc, et puis j'ai toutes mes formules, et je commande ça par Amazon, et tout va bien, et je tombe, et je fais ma dalle tout seul. Autre solution, je traverse la rue. Et bing, bing, je vais voir chez le voisin, un ancien du village qui est là. Et alors, excusez-moi, voilà, vous ne connaissez pas des gens dans le coin qui pourraient m'aider? Ah, il dit, moi j'étais maçon, je dis, le gars à la retraite. Je peux vous aider si vous voulez. Ah, vous voulez? Eh bien, en plus, il a fait gratuit, ça tombait bien. Mais ça veut dire, cet ami s'est incrusté dans le village. Après, ils sont devenus bien amis. En plus, ça s'arrose, évidemment. On va pas fêter ça, le minéral. Enfin, bon, très bien. Et donc, il y a un aspect humain. Eh bien, il s'est incrusté dans le village par la mendicité. On dit, j'ai besoin de vous. Je ne sais pas faire. Vous voyez bien la différence? Le truc artificiel, Google.Amazon, choc de béton, je sais pas quoi, et aller voir les voisins, l'ancien, le gars du pays d'une part, un gars du métier en plus, et puis ils sont venus, enfin pour les meilleurs amis du monde, je sais, en tout cas, vous comprenez qu'on entre en politique par la petitesse. Et donc là, il y a espoir. Si vous êtes un égo, un outil, si vous voulez, fermé dans votre but, si vous savez tout, vous avez la réponse à tout, vous savez tout, et vous savez tout faire, restez chez vous, et il n'y a aucun espoir politique. On vous respecte, gentil, etc., mais vous êtes hors sujet. Si vous avez ce désir ardent, brûlant, d'un bien réel, et pas numérique et virtuel, de futur, avec longanimité, persévérance et modestie,
et d'un bien futur et, difficile, mais qui va être possible par les autres, et bien dans ce cas-là, c'est bon. Là, il y a quelque espoir. Vous voyez bien encore une fois, l'égocratie, si vous voulez, il est incapable de travailler avec d'autres. Hein, c'est évident. Donc j'ai besoin de l'autre. Encore une fois, c'est le point de départ. Alors, d'un point de vue, c'est là où on parle d'espérance et d'espoir. L'espérance religieuse, elle dit, j'ai un désir ardent vraiment d'un bien réel, futur et difficile, ardu, mais par la grâce de Dieu. Ça, c'est l'espérance. Dieu va m'aider, si vous voulez. Mais d'un point de vue humain, ce qui n'est pas du tout exclu, ça va très bien ensemble, eh bien, je vais aussi avoir besoin des autres. Hein, de la communauté, de la collectivité, enfin, si vous voulez. Et ça veut dire quoi? En bon français. Hein, ça veut dire que, qu'on va s'appuyer sur deux aspects, sur deux points. L'aspect surnaturel, parce que, passons évidemment, c'est un prêtre de Jésus-Christ qui vous parle, mais c'est évident que la situation présente dans le monde entier, on est tombé tellement bas de dégénérescence, on devine bien qu'on n'y arrivera pas sans un coup de chaud, d'une intervention divine. Je ne sais pas comment, mais ou par des saints, ou par que sais-je, je ne sais pas comment ça se passait, mais c'est évident qu'on ne va pas s'en sortir tout seul. Bien. Mais cependant, attention, parce qu'on en parlait tout de suite, après la conférence, c'est que l'espoir ou l'espérance politique n'attend pas un miracle. J'insiste, l'objet de l'espoir politique ou de l'espérance politique, ce n'est pas un miracle. Pourquoi? Parce que le miracle, c'est ex nihilo, à partir de rien. À partir de rien. Vous êtes grabataire, vous êtes paralysé, vous avez le choléra, la peste, tout ce qu'il faut, pas. On vous met à Lourdes, 3 gouttes, paf, et vous êtes sur le plan olympique. Alors ça, je veux bien, mais enfin, ça marche, j'en connais des miracules de Lourdes, bien entendu, mais des vrais, puis après c'est des costauds, bien, oui. Un ami qui est prêtre, alors, on va pas sur l'histoire. Tout ça pour dire que ça c'est le miracle, si vous voulez. Mais c'est à partir de rien. Dans le miracle, tout est de Dieu. En revanche, dans l'agir politique, eh bien, tout sera peut-être sans doute de Dieu, mais aussi tout de l'homme. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un miracle. C'est-à-dire que, encore une fois, l'espoir politique, l'espoir, c'est un désir ardent d'un bien futur, difficile, et possible par l'aide d'un autre, de Dieu bien sûr, mais aussi des voisins, de tous, de vous. On a besoin de tout le monde. Et alors là, bienvenue au club, hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut, on a besoin de tout le monde. Hein, et donc, très bien. Mais on n'attend pas le miracle. Parce que le miracle, c'est à partir de rien. Alors que, eh bien là, ça va être à partir de quelque chose. Et ce quelque chose, justement, il faut bien préciser. Vous voyez, j'ai résumé dans une phrase de l'Évangile que, évidemment, j'aime toutes les passages de l'Évangile. Vous voyez, cette phrase qui est très actuelle. Tu n'éteindras pas la mèche qui fume encore. Tu n'éteindras pas la mèche qui fume. Et je pense que c'est un principe d'action politique, et de pensée politique aussi, très profond. C'est dans l'Évangile, pour parler de la bonté, de la charité de Jésus, etc. Mais tu n'éteindras pas la mèche qui fume encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire que si restauration politique il y a, je ne sais pas, eh bien, ce sera à partir d'une petite mèche qui fume encore. Parce que le miracle, je n'attends pas le miracle. L'espoir n'attend pas le miracle. L'espérance, l'objet de l'espérance, n'est pas le miracle. Parce que et on n'a pas le droit d'attendre le miracle. Parce que tout est de Dieu. Il n'y a plus rien à faire. On peut prier, si vous voulez, mais il n'y a pas que ça. Prier, bien entendu, mais il faut poser les actes. Et repenser à notre grande héroïne française, catholique et sainte Jeanne d'Arc. On ne peut pas parler de 5 minutes de politique sans parler de Jeanne d'Arc. Eh bien, quand elle dit, elle parle de vos couleurs, vos couleurs, elle va à Chinon, et le roi qui dit, ouh là là, qu'est-ce que c'est une argument, on l'envoie à Poitiers, c'est un peu loin comme Chinon-Poitiers, et pour être examiné par les dominicains, en plus respect, ils s'en ont pris plein la figure, mais c'est pas grave, et dominicain qui lui dit, enfin tu dis que Dieu veut chasser les Anglais de France, bon, lui il était du Limousin, il était plutôt pour, ben, c'est pas la question. Mais alors, si Dieu le veut, si Dieu veut chasser les Anglais, sauver le royaume de France, il n'y a qu'à le faire.
C'est l'obsession du dominicain. C'est pas idiot. Dieu il fait ce qu'il veut. Il suffit de la pêche. Et tous les Anglais, ils sont dans la Manche. Enfin, c'est de le faire. C'est rapide. Et si Dieu le veut, il peut le faire. Et c'est là où elle répond. Cette phrase est grandiose. Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Alors ça, c'est typiquement chrétien et typiquement français en plus. Hein, c'est Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Donc elle veut souligner la première phrase. Parce que l'objection, c'est Dieu. Dieu donnera la victoire. Donc on attend un miracle. On va prier, et ping, ça va nous tomber sur la tête. Deus ex machina. Comme ça. C'est bien le miracle. Et non, parce que l'espérance, si vous voulez, est fondée, c'est là la grande différence. L'espérance surnaturelle, si vous voulez, elle est fondée sur la promesse de Dieu. Et là, ça va peut-être vous faire mal. Mais après, on va se détendre. Mais attention, parce que avons-nous la promesse de Dieu de la restauration de la chrétienté, la restauration de la France? Oui. Eh bien non. Pas de chance. Pas de chance. C'est que c'est pas sûr du tout. Et c'est pas promis du tout. Hein, et la France peut très bien disparaître, et elle a bien mérité. Hein, et donc, ça veut dire en bon français mais on doit agir comme si. Parce que, et comment on va faire? Et précisément, l'agir actuel consiste à trouver ces mèches qui fument encore. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce possible, encore avec la grâce de Dieu? Et pourquoi cela est-il possible? Parce qu'il est justement, je reviens à la case départ, en disant que c'est naturel. Or, la nature, ça marche, figurez-vous. Il y a, par exemple, il n'y a rien de plus naturel qu'un jeune homme, une jeune femme s'unissent en mariage, un mariage unique et indissoluble, et pour toujours, en vue de la génération et de l'éducation des enfants. Il n'y a pas plus naturel que ça. C'est dans la nature, et bien ça marche, figurez-vous. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Hein, c'est naturel. Il y a aussi surnaturel si on est baptisé chrétien. Mais vous comprenez que, et le fait que les familles s'unissent en vue d'un travail commun, d'une entreprise agricole, que vous voudrez, ou au-dessus de former un hameau, un village, et après une cité politique, c'est dans l'ordre naturel. Je vous résume ici le livre 1 de la politique d'Aristote. C'est exactement ça. Il montre concrètement que c'est dans la nature. En nature, ça marche. Un poumon, ça respire. Il y a des accidents, il y a des gens pneumatiques, je sais pas quoi. Il y a des problèmes d'asthme, je sais pas quoi. Mais peut-être. Mais en tout cas, c'est normal, ça marche. C'est parce que c'est étudié pour. C'est dans la nature des choses. Donc vous voyez cet aspect. Alors la grande question qui se pose, c'est comment faire. Où sont recherchés, et c'est ça la recherche aujourd'hui politique, de la pensée politique, de rechercher autour de nous, pas dans les bouquins du XIIIe siècle, attention, aujourd'hui, où sont les mèches qui fument encore? Il y en a qui sont complètement éteintes, hein. Mais quelque part, dans la chambre des métiers de l'Isère, ou je sais pas où, il y a certainement des choses encore justes. Pas d'accord. Je crois que si. Et dans je sais pas, il y a quelques. À faire un débat après, si vous voulez, mais il y a ici ou là, il reste des éléments de nature, ce qui n'est pas artificiel, justement. Le fait la part des choses, eh bien c'est naturel. Le fait de dire merci, le fait de c'est tout bête. Donc c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est à partir de cette mèche qui fume encore, on va souffler petit à petit, on va essayer de dilater, de développer, que sais-je, et toutes les choses dont je vous ai parlé, ce désir du beau par exemple. Et c'est pas politique, mais ça va dans le bon sens, et c'est réel. Et bien voilà peut-être une mèche qui fume encore. Hein, ou bien dans différents domaines, si vous voulez, de la pensée, de la sécurité, tout ce que je vous ai dit, et de la vie de famille, etc. Et bien c'est dans ce sens-là, si vous voulez, qu'à mon sens, il faut travailler. Et alors, je vais, regardez ça, oui, c'est bon, je vais, en fait, ce que je vous ai résumé ici, je vous ai dit, c'est développé dans ce livre. Je vous explique ce livre, 7 leçons de politique de votre serviteur. Si vous voulez un livre un petit peu, actuel, enfin, qui correspond le mieux à notre conférence, notre entretien, c'est celui-ci. Vous avez aussi le bien commun, vie commune, joie commune, qui est un petit peu plus difficile, parce qu'on prend un des chapitres d'ici qu'on développe d'un point de vue plus philosophique. Vous pourrez visiter les autres livres. J'explique. Pourquoi 7 7, c'est 4 plus 3. Ça va? C'est pas trop dur? Ouais, c'est où ce soir? Enfin, 4 plus 3. Ça veut dire, d'abord, la première réflexion, c'est qu'est-ce que c'est qu'une société politique?
Et qu'est-ce que c'est? Parce que nous avons perdu le sens même de la communauté. Nous sommes tous ici des fils de la Révolution. Nous sommes tous des égoïstes, de cette manière, avec pour mon individu, pour moi. Et on a perdu ce sens eh bien, il faut le retrouver. Et en prenant 4, ça veut dire les 4 grands principes de la vie commune en général et de la société politique. D'abord, les membres de la société politique. Et voir que la famille est précisément la cellule de base de la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est le plus naturel, dont je viens de vous parler, c'est le point de départ de la société politique. Et c'est ce qui est le plus naturel, et donc on va commencer par ça, et puis après, professionnellement, etc., on montre quels sont les membres. Les membres, en résumé, de la société politique, ce sont toutes les corps intermédiaires, toutes les communautés, si vous voulez, d'abord familiales, professionnelles, locales, etc. Très bien. C'est avec ça qu'on va faire du politique. Deuxième question, c'est l'unité politique. Qu'est-ce qui va unifier? Parce que des familles, papa, maman, des enfants et autres, en vue de l'éducation, etc., comme je vous ai dit, il y en a partout. En Suisse, en Belgique, en Asie, en Argentine, ou partout dans le monde. Mais qu'est-ce qu'avec ces éléments, et des menuisiers, des forestiers, et des viticulteurs, enfin il n'y a pas partout, il y en a chez nous, enfin des vrais, enfin passons, et tout ça pour dire, eh bien avec ces différents éléments, qu'est-ce qui va faire qu'on a la Suisse, qu'on a l'Allemagne, qu'on a la France, l'Espagne, l'Argentine, le Canada? Qu'est-ce qui va faire cette unité? Ce qu'on appelle la cause formelle en philosophie, hein, ce lien, le corps des obligations, si vous voulez. Bien. Troisièmement, le but à atteindre, la finalité, ce qu'on appelle le bien commun. Et c'est ce bien commun qu'on a développé dans un livre à part, parce qu'ici, évidemment, ça reste élémentaire. Et le bien commun vers lequel on tend tous. En gros, le bien commun de la société politique, c'est la bonne santé de la société politique. C'est que ça marche bien. Que les chefs commandent, que les inférieurs obéissent, qu'on paye ses dettes, qu'il n'y en ait pas trop quand même, qu'il y ait une certaine liberté, une pensée Enfin bref, c'est le bien commun. C'est que l'on recherche. Bien, le bien commun. Et après, quatrième question qui se pose, c'est ce qu'on appelle le cause efficiente, c'est l'autorité. Donc les différents régimes politiques, quelle est la notion d'autorité en politique et autres. Bien. Et donc ce sont les 4 premières leçons. Ensuite, ça, mais c'est vu d'un point de vue philosophique, ça veut dire purement naturel. Et on cite beaucoup Aristote, on s'appuie beaucoup sur Aristote. Et donc, Aristote, plus de détail, 4e siècle avant Jésus-Christ, donc il ne connaissait pas son catéchisme. C'est pas bien, mais enfin, il ne peut rien, le garçon. Et enfin, donc, il se met en Grèce au bout du Capitunion, c'est magnifique, le plus beau lever de soleil du monde, d'Europe en tout cas, dit-on. Enfin, et il réfléchit, et paf, et il trouve des merveilles. Alors, ces 4 premières leçons, méthode naturelle. Qu'est-ce que c'est que le politique? 5e leçon, c'est la chrétienté. Parce que cette chose merveilleuse qu'on appelle, eh bien, a été, qu'est-ce que c'est que la chrétienté? C'est un ordre social, politique, familial, etc., qui est inspiré, purifié, dilaté, anobli, réjoui par l'esprit de l'évangile. C'est ça la chrétienté. Et la chrétienté, ça a existé. Et en France, et en Espagne, pas aux mêmes époques, peu importe. Et donc, or, ce miracle de la chrétienté, le terme n'est pas bien choisi, eh bien, a existé. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça n'a pas plu du tout aux démons et à ses sbires. Et donc, il a fallu casser cette beauté qu'on appelle la société politique et la chrétienté. Donc, la révolution. Et on montre comment la révolution, elle a pour but de casser, et pas tellement l'aspect surnaturel. Les hérésies se chargent de casser le monde surnaturel, mais la révolution, j'aime dire ça pour choquer un peu les gens, la révolution n'est pas une hérésie. Elle charrie des hérésies sans qu'en faire, mais elle est d'abord dans l'ordre naturel. La révolution va taper d'abord, et c'est pourquoi c'est tellement important ces 4 premières chapitres, c'est les 4 premières leçons, et ce que nous avons dit d'un point de vue philosophique. Parce que le révolutionnaire, le démon, il veut casser l'aspect naturel de la chose. Et avec ça, tout s'écroule en même temps, évidemment. Et donc, on parle de la révolution. Et après, 6e leçon. Et la 7e leçon, c'est la contre-révolution. Résumé ce qu'on a dit avec Joseph de Maistre, qui n'est pas la révolution en sens contraire, mais le contraire de la révolution. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Et cette idée, je ne cite pas, je crois, cette phrase, la mèche qui fume encore, mais c'est un peu cette idée, essayer de découvrir autour de nous, eh bien, encore une fois, mon ami qui traverse la rue, pour demander à son voisin, l'ancien, là, à faire des conseils, etc. Vous voyez, et rechercher des créneaux, si vous voulez, bien.
Et c'est ça, donc les 7 leçons de politique. Alors on argue, on cite aussi beaucoup de textes à la fin, ou de la chrétienté, de Saint-Louis, de ceci, de cela, des documents historiques, Philippe Auguste par exemple, Fulbert de Chartres, et puis aussi des penseurs, Hobbes par exemple, ou Rousseau, vous avez des passages entiers pour entrer un peu dans cette mentalité et cet esprit de la chrétienne, d'abord du vrai sens de la politique réaliste, on va dire ça comme ça, hein, et chrétien si Dieu veut. Et donc, en résumé, je termine, avant de répondre éventuellement à vos questions, par une phrase toute simple, je finis par une question, enfin, ou par je sais pas, répondre à la question, y a-t-il un espoir politique? La réponse, ça dépend de vous. À vous donner après. Donc à vous, si vous avez vraiment un désir d'un bien réel, peu difficile, etc. Dans ce cas-là, sinon, il n'y en a pas. Merci. Avec vous. Si Merci vous pour avez- cet exposé. Si vous avez Place au débat. des questions, des réponses, des objections, droit à faire valoir. Vous ne battez pas. Ah, c'est- Même, il y a des gens très très intelligents qui posent des questions idiotes. Alors, monsieur, vous avez commencé, je vous en prie. Après, Alors, nous avons eu droit à la lutte des classes et nous avons droit à la victoire d'une classe d'actionnaires finalement. Hein, le monde est dirigé par des vœux Financiers. d'enrichissement, par des placements. oui, c'est ça. Alors, comment arriver à sortir de cette évolution? Qu'est-ce qu'il faut conclure? Alors, deux parties dans votre question. La première, la lutte des classes, touche un beau sujet que je n'ai pas abordé ici, mais qui me démangeait, c'est celui de l'amitié. Aristote a introduit sa pensée politique par l'amitié. Ça commence par l'amitié. Et donc cet échange, de retrouver de véritables relations d'amitié. Donc contre l'esprit des classes. Parce que la lutte des classes, c'est par définition, l'autre est un ennemi. Maintenant, là, vous posez la question d'ordre économique. Et la question est réelle, c'est-à-dire économique au sens ou bien au sens... Mais alors, première réponse, c'est-à-dire que l'économie ne relève pas du politique. Première réponse. Et ça, on le développe ici, il y a un annexe sur l'économie, c'est très rapide. J'ai le projet d'écrire des textes sur l'économie, mais parce que ce n'est pas en soi, l'économie ne relève pas du politique. C'est très important. Donc, et c'est justement un des aspects de la révolution, c'est d'avoir réduit, d'avoir fait ce transfert, le politique égale l'économie. Pour être aujourd'hui président des États-Unis, de la France, je sais pas, il faut être un financier, il faut être un grand compétent, bref, vous comprenez. Alors, après, la vraie question que vous posez, comment s'en sortir? Il me semble que le système économique, parce qu'il faut s'asseoir un peu sur le cheval, si vous voulez, qu'on veut dompter. Un peu, si vous n'arrivez pas à vous asseoir dessus, vous n'arrivez pas à gouverner votre cheval, à le diriger, ou enfin le calmer. Eh bien, comment dire, c'est que le système économique, aujourd'hui, qui est fondé sur la croissance perpétuelle, vous faites de l'argent, non pas avec de l'argent, mais avec la croissance. Ça veut dire que c'est un espèce d'angle alpha, si vous voulez, et qui vous fait grandir, et donc vous gagnez de l'argent, comme l'électricité, ça marche parce qu'il y a une différence de tension, de polarité, donc vous vous branchez là-dessus, parce qu'il y a une différence. Si c'était stable, ça ne marcherait pas. Et donc, ou comme un barrage, si vous voulez, la roue tourne parce que ça descend. Et là, c'est parce que ça monte. Et donc, ça ne fonctionne, le système actuel, d'action, comme vous dites, d'emprunt, et j'ai pensé, il faut absolument que les États empruntent, parce que l'emprunt, et c'est un peu d'argent même un peu fictif, au moins pour les 90%, vont rentrer dans un système monétaire qui vont enrichir les plus riches. Bien, donc ça veut dire que ça fonctionne uniquement, le fonctionnement, c'est l'angle alpha d'augmentation de la valeur, si vous voulez, de la monnaie ou de l'argent. Et bien, donc après, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça ne peut que monter, un jour on arrive au plafond. Et ça s'écroule. C'est-à-dire que ça ne peut pas ne pas... Je finis si vous voulez, après vous aurez la parole. Ça ne peut pas ne pas s'écrouler.
Et le système actuel, régulièrement, s'écroule. Pensez à 1914, par exemple, un écroulement, boum, c'est considéré. Et on fait un, comment on appelle ça maintenant, un big reset, je crois. La crise de Voilà. 29. Après 1929, 39, c'est arrivé un peu vite, mais ici, attendez, le changement de l'ancien franc dans les nouveaux francs dans l'Europe, à chaque fois, on camoufle une sorte de banqueroute, si vous voulez. Et donc, le système, aujourd'hui, ne peut pas ne pas s'écrouler. Il y en a en 2008, question de, je ne suis pas financier, ben, c'est des banques, etc., qui sont écroulées en partie, mais ça, et alors, la question se pose, c'est de savoir comment traverser cette crise, si vous voulez, la vraie pénurie, et puis restaurer une vraie économie. Et à commencer, je pense, par une pensée chrétienne, par une pensée réaliste, je veux dire, pas besoin d'être chrétien ici, enfin, c'est pas le sujet, ça veut dire une pensée réaliste qui distingue bien l'économie du politique. Parce que ça c'est très important, parce qu'on nous a mis dans la tête que le politique c'est l'économie c'est le politique. C'est pas vrai. L'économie relève du privé. Et alors, vous lisez ça, on cite beaucoup Marcel Ducor qui a étudié la question en détail, et donc, comment dire, alors que le politique, par définition, c'est le bien commun. Et donc, redonner à l'économie sa finalité. Pourquoi un exemple, je mets l'exemple concret, un bon ami qui est financier dans une grosse boîte familiale, enfin ils sont quand même 500 ou 600 maintenant, et puis le 1er janvier, le 2 janvier, je ne sais pas, après j'attends, il retrouve son patron, parce qu'il a une relation immédiate évidemment avec le patron, et il dit bonne année, monsieur Attel, le patron. Et l'autre il dit ouais, bonne année. Et puis le patron s'arrête, et il dit à cet ami, mais pour vous, pour toi, je crois, c'est quoi une bonne année? C'est quoi une bonne année? Et il a eu 4 secondes pour réfléchir, mon ami. Il a répondu, pour une entreprise, la bonne année, c'est d'abord mettre les choses en place. Ça veut dire priorité du client. Puis, il a les 3 principes de base, l'économie tout à fait naturelle, et dit, on retrouve le bien, c'est pas le but de la bonne année, c'est pas la finance, c'est pas mon capital, c'est pas moi, etc., c'est le client, la satisfaction du client. Et en particulier, la famille. Économie, ça vient de oikos nomos. Nomos, c'est le gouvernement ou la direction, je veux dire, oikos de la maison. Le but de l'économie, c'est la maison. Donc c'est la famille. Et c'est la première chose à faire. Si vous voulez, parce que le système va s'écrouler, mais encore une fois, il va falloir se retrousser les manches, si vous voulez, et redonner à l'économie sa dimension familiale, privée, qui n'est pas politique. Alors, pour la monnaie, il y a quand même un problème, c'est qu'on est passé d'un dollar qui valait 100 il y a un siècle à 0,3 actuellement. Et ce n'est que fait sur de l'impression monétaire. Ouais, donc, on n'est que sur du virtuel. Et donc, l'économie n'est assise que sur du vent. Et que ça crée de l'inflation, ça crée et en plus, ce n'est plus corrélé sur l'or. Et en plus, ils sont en train aux États-Unis actuellement de s'interroger, est-ce que l'or qui est en banque n'a pas été détourné et n'a pas été mélangé à du tungstène? En plus, alors je propose qu'on change de sujet parce que justement c'est pas notre sujet. Non, mais c'est pas notre sujet. Là vous faites de l'économie et là on veut faire du. Non mais c'est du faux. Non mais ça tout le monde est d'accord avec vous. Là je pense enfin tout le monde. Mais c'est un sujet à part. Je préfère en priorité, peut-être en petit comité on peut en parler si vous voulez. Et s'il y avait d'autres questions plus proches. Vous voulez intervenir? En fait c'est le. Oui, madame. Excusez-moi, mais en tant que chrétien et catholique. Faisant partie peut-être du petit reste, nous avons perdu tout espoir dans un relèvement de la France, même au niveau mondial. Et notre seule espérance, c'est le roi promis par le Christ. Alors là, je vous arrête tout de suite, voilà. Parce que je crois être aussi catholique. C'est pour ça que j'étais tous les matins, j'essaie un peu plus. Et donc, nulle part, le Christ a promis un grand roi. Et j'ai fait très attention parce que, d'abord, vous dites que nous avons perdu, vous avez répondu à la question dès le départ. Eh bien, moi, je dis non.
Parce que même d'un point de vue, puisque le politique est fondé sur la nature, alors puisque vous parlez d'un point de vue religieux, restons-y dessus, y a-t-il une question, mais tout à fait, vous n'êtes pas obligé de répondre, y a-t-il des protestants parmi vous? Ça peut arriver, oui, très bien. Enfin, eh bien, donc vous serez d'accord avec moi, vous devez connaître Martin Luther, et méfiez-vous beaucoup, parce que tout protestant n'est pas luthérien. Enfin, passons. Luther qui dit Menschheit ist eine ewige Verdammnis, en allemand, parce qu'il était un allemand, puis il savait parler. Ça veut dire que l'humanité est une pourriture éternelle. Et ça veut dire pour lui que, ça c'est Luther, hein, ça veut dire que, à cause du péché, à cause de ceci, eh bien la nature humaine est morte. Et donc il n'y a plus aucun espoir. Et il n'y aura de relèvement, même de l'homme, que par miracle. Et donc, or, la pensée catholique et chrétienne, orthodoxe aussi, etc., et certains luthériens aussi, protestants, c'est de dire que l'homme est blessé. Ça, on est bien d'accord, et on est bien placé pour le savoir. Mais l'homme est blessé, mais il n'est pas mort. La nature n'est pas morte. Et faites très attention, parce que la situation présente, qui est décourageante, qui est écœurante, et au sens où elle nous fait perdre le cœur, au sens de vigueur, si vous voulez, eh bien, elle va, la réponse, c'est dire, mais tout est fichu, pour parler français. Et ça veut dire, il n'y a aucune chance, aucun espoir, et la nature est morte. Eh bien, c'est pas vrai. Encore une fois, parce que c'est dans la nature des choses. Commencez par faire une bonne famille, ou une bonne classe, une bonne école, si possible, au système, enfin, pas importe, et bien, vous voyez, et vous verrez que c'est un point très important. Et ne pas être dans cette attitude, d'abord, nulle part notre Seigneur a promis un roi de France qui soit la solution, c'est pas vrai. Et donc c'est un point important, je ne suis pas du tout naïf, et c'est pour ça que je disais, attention, parce qu'on n'a pas la promesse, on ne sait pas le secret de Dieu. Il peut tout arrêter demain. Ça peut être, vous ne saurez ni le jour ni l'heure. Ça c'est dans l'Évangile. Et vous, ce soir, peut-être avant, on aura pu un, deux, trois trucs, et bien peut-être c'est fini. Le flash, ce sera terminé. C'est tout à fait possible. Et ça, c'est nulle part, il a été écrit. Lisez, si vous êtes tout catholique, ce livre, j'apprécie. En plus, c'est le 50e anniversaire de sa mort, le père Calmel, qui est un grand dominicain, un grand théologien, etc., puis un sens de la révolution, de la contre-révolution épatant. Eh bien, il dit nulle part, il a été promis un renouveau de la chrétienté. Mais nous devons œuvrer à. C'est un grand mystère qui est un peu frustrant, peut-être. Autre question. Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à Théard de Chardin et à sa vision du passé et de l'avenir, justement? Oui, alors. Je crois qu'on vit actuellement, enfin moi c'est une thèse personnelle, je crois qu'on vit à l'heure actuelle ce qu'il a nommé l'achèvement de la noosphère, et qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est très très récent. Oui. Là, c'est drôle parce que je vous dis, parce que le père Canel en parle. C'est pour avoir bien. Oui, je suis là. Et alors, le grand. Il a essayé d'adopter en théologie chrétienne, si vous voulez, les théories de Darwin. Et la grande théorie, et qui a un lien en économie, si vous voulez, c'est que le plus sort du moins. Et pour lui, il y a une confusion entre le naturel et le surnaturel. Et il dit que l'humanité est en train de grandir, et on est de plus en plus homme, de plus en plus excellent. Il n'a jamais pris le métro, enfin bon, et puis pour arriver à ce qu'il appelle le point oméga, où toute l'humanité rassemblée va devenir comme un Christ, etc. Et ça, c'est complètement faux. Ça a été condamné par l'Église, Théard de Chardin. Tout dépend du métro. Allez à Moscou. Ah oui, c'est affirmatif. Il y a d'autres métros. Bonne correction. Il a été écarté de l'Église, mais il a été réincorporé. Oui, non, oui, autre question. Ça, c'est une question plus privée. Autrement dit, il faut prier comme si Dieu n'existait pas et agir. Il faut prier comme si l'action de l'homme n'existait pas et agir comme si Dieu n'existait pas. Ah non, excusez-moi. Vous voulez répéter la phrase lentement. Il faut prier comme si l'action de l'homme n'existait pas. Oui. Moi, je suis et agir comme si Dieu n'existait pas. Oui, alors, non. Enfin, c'est un peu vrai, la première partie est juste. Ça veut dire qu'il faut œuvrer. Ça veut dire que la solution, c'est pas l'un ou l'autre, ce sera tout de l'homme et tout de Dieu. Les deux en même temps. L'homme en tant qu'homme et Dieu en tant que Dieu. C'est ça la question. Donc, on va agir. Je n'attends pas d'avoir
intuition, lumière, etc., de Dieu pour y arriver, évidemment, parce que je ne suis pas branché, mais simplement... Qui s'est dévalué. Excusez-moi, j'entends Je croyais que parler doucement et ne pas vous déranger. Non, je vous en prie. Et donc l'idée, c'est que je dois agir, mais on ne peut pas dire j'agis comme si Dieu n'existait pas, parce que c'est pas possible. Enfin, en chrétien, en pensée chrétienne. Parce que de toute façon, non, il faut agir en tant que, si je suis chrétien, en tant que chrétien. Donc Dieu existant, bien entendu. Je ne peux pas mettre Dieu entre parenthèses. Alors c'est un autre sujet, d'un point de vue même naturel, la politique que je n'apporte pas ici. La question, peut-on penser une politique, même philosophique? Parce que Dieu fait partie de la philosophie. Enfin, l'existence de Dieu est prouvée par c'est un objet de philosophie. Et donc, c'est autre chose d'être athée et être... vous voyez, parce qu'un athée, un philosophe n'est pas athée, c'est pas possible. Donc la question, je dois agir en conséquence. Dieu est la cause finale. Aristote dit le but de la vie humaine et donc de la politique, c'est la contemplation de Dieu. Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, inclut Dieu, et le laïcisme au sens de séparation de l'Église et l'État, ça n'existe pas. Enfin, ça a existé concrètement aujourd'hui, mais je veux dire par là que de fait, ça vient en particulier de Luther, qui dit laissez le dogme être ciel et la vie être terre. Ça veut dire le surnaturel spirituel là-haut. Toute la semaine, business, etc. Je travaille comme un loup et j'ai les dents qui arrivent au parquet et je vais piquer. Ouais, enfin, je vais agir comme si Dieu en athée et après, je fais ma prière le dimanche. Enfin, et donc là, il y a deux vies. Et ça, c'est pas possible, bien entendu. Mais là, je parle philosophiquement. Parce que dans toutes les sociétés, toutes les civilisations humaines, là, je parle philosophiquement, hein, sans parler du christianisme, et bien partout, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, tout ce que vous voudrez, eh bien il y a toujours eu la place de Dieu et du culte. Le pater familias latin, romain, était le prêtre de la famille, et des dieux là, enfin des dieux de la famille, etc. Donc un État, une politique sans Dieu n'a jamais existé, c'est tout récent. Enfin, et toutes les civilisations qui ont marché, même les Égyptiens, même les Aztèques, voilà, ils coupaient 10 000 têtes par jour, enfin, c'est peut-être pas... c'était des faux dieux, bien sûr, mais n'empêche qu'il y avait toujours... C'est transcendant. Je pense qu'à partir du moment où on parle de bien commun, on a déjà commencé en parlant de beau, la beauté, mais surtout le bien commun, c'est un bien qui transcende l'humanité, de toute façon. Et après, par exemple, en politique, penser à la peine de mort, par exemple. Est-ce que je peux justifier la peine de mort ou la guerre? Parce que la guerre, c'est une peine de mort. Je condamne à mort des centaines de milliers de gens. Est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'un chef d'État peut déclarer la guerre? Poutine, par exemple, ou l'Ukraine, enfin, peu importe qui est. C'est pas mon sujet, mais est-ce que je peux le faire sans penser à Dieu? C'est pas facile. Parce que je les envoie où, les types? Ils vont mourir. Il y a combien? 1 million, en gros, depuis 3 ans ou 2 ans, qui sont partis à la casserole. Ils sont où maintenant? Donc je les envoie face au juge éternel. Enfin, vous comprenez que là, il est très difficile, peut-être impossible, d'évoquer, enfin, d'approfondir la pensée philosophique, politique. Là, je ne parle pas de christianisme, hein, sans évoquer Dieu. Un Dieu que je connais par la raison, hein, pas Jésus-Christ, sa révélation, si je ne suis pas chrétien. Mais vous voyez, donc on ne peut pas dire j'agis comme si Dieu n'existait pas, mais votre phrase. C'est que moi je crois en Dieu, il faut agir. C'est-à-dire, il faut, encore une fois, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Il faut que chacun, et le Père Calmel insiste beaucoup là-dessus, que chacun aille jusqu'au bout de sa grâce. Il faut aller, chacun sa compétence. D'homme, de femme, de père de famille, de mère de famille, de professeur, d'infirmière. Et donc, le premier acte politique, c'est d'avoir des enfants, c'est d'avoir la confiance. Le premier acte politique, c'est de se marier. C'est d'avoir une famille, un homme et une femme qui s'unissent parce qu'ils font quelque chose qui les dépasse. C'est déjà transcendant. Et pour toujours, etc. Alors, comme ça, j'improvise, mais j'avais lu ça quand j'étais 4 ans en Autriche, papa. De toute façon, et j'étais sur un texte, malheureusement, je n'ai pas copié, pas donné, mais c'est pas grave, je regrette. Mais c'était dans les années 50, à Vienne, en Autriche, et à l'époque, entre 45 et 55, l'Autriche était divisée en 4, et la partie de Vienne, la capitale, était sous protectorat, entre guillemets, soviétique. Et donc, ils avaient fait une réunion de politiques
des États soviétiques, si vous voulez, ou sous la coupole soviétique, à Vienne. Et une conférencière, je crois que c'était une femme, si je me souviens bien, avait fait cette conférence, je l'ai lu en allemand, mais je n'ai pas le texte, je n'ai pas la référence, disant, je traduis, hein, le premier, enfin l'ennemi numéro 1 de l'international communiste, alors en plein dedans, hein, parce qu'on vit en communisme financier, comme je dis, c'est différent, évidemment, mais on vit en... Garodi. Non. Non, je suis en Autriche, et cette dame communiste dit l'ennemi numéro 1 de l'international politique, c'est la famille occidentale. Le grain de sable qui casse tout. Et c'est bien vu, c'est très bien vu. Parce que là, vous avez la primauté du bien commun, le principe d'autorité, la spiritualité de l'âme. Parce que vous ne pouvez pas vous unir là, un homme et une femme pour toujours, si vous n'avez pas l'aspect spirituel. Voilà, tout est mis par terre par la famille. Donc ça rejoint ce que vous dites. Et après, évidemment, avec cet esprit, mais justement, la confiance aussi, c'est très juste, hein, parce qu'il y a l'amitié et la confiance au sens où, confiance en Dieu et aussi dans la nature. Parce que ça me titille. Alors, on va peut-être arrêter et puis on Est-ce que on arrête. Parce que j'étais pas très... Après. On en a parti. On a parlé. C'est Je fini. propose que. Merci.